Le 22e chef de canton de Gaya, la personne de Yacouba Sodangi, a été intronisé hier. Détail dans ce journal. Ensuite, nous parlerons dans cette édition de jeunes qui se sont rassemblés aujourd'hui pour apporter leur soutien à Karuyo Mahamadou, candidat aux élections législatives prochaines. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, l'aérodrome de Gaya a servi de cadre hier à l'intronisation du 22e chef de canton de la dite localité située dans la région de Dosso. Il s'agit de l'honorable Yacouba Sodangi, élu à la chefferie de Gaya depuis le 26 mai 2012. Le résumé de la cérémonie d'intronisation avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Située à l'extrême sud du pays, Gaya ou Gagno était jadis la capitale du royaume d'Andi créé en 1551 par Askianouhou, composé essentiellement de Sonrai et de Tchanga qui sont les autochtones. Chef-lieu du département portant le même nom, le canton de Gaya était en fait ce samedi 23 janvier 2016 avec cette cérémonie marquant l'intronisation de son 22e chef, l'honorable Yacouba Sodangi. Une cérémonie riche en couleurs rehaussée par la présence massive des filles et fils du terroir, de personnalités politiques et administratives, ainsi que des autorités coutumières de différentes contrées du Niger, du Bénin et du Nigeria. Occasion pour le comité d'organisation de cette manifestation de remercier vivement tous ceux et toutes celles qui leur ont fait honneur pour l'éclat de la cérémonie. Abondant dans le même sens, le représentant de la famille régnante n'a pas également manqué de brosser brièvement l'histoire de la chefferie. Les Tchanga, premiers occupants venus de Zamfara au Nigeria, se sont installés sur les rives droite et gauche du fleuve Niger. Les Sonrai, grands musulmans et conquérants, descendants d'Askia Nuhu, sont venus de Gao au Mali. L'ancêtre des Tchanga de Gaya, du nom de Alaji Hanga, est descendant d'Askia Mohamed Touré ou Mamar. Il semblerait que celui-ci a quitté Bangoutara, canton de Dargol, son terroir d'origine, pour suivre le fleuve en aval et s'est installé à Garou au Bénin. Il épousa Tassa, la fille du chef Tchanga, du nom de Dakou. De leur union sont nés Samsberi, Hargani et Koudarou. Devenu grand et suite à un malentendu, Samsberi traversa le fleuve pour la rive gauche et fonda le village de Tara. Cette parenthèse vous permettra de comprendre, mesdames et messieurs, que les Sonrai du Dandi Gaya ont trouvé déjà un peuple Tchanga vers 1725. Prenant la parole au nom de la grande famille de la chefferie traditionnelle du Niger, le sultan de Dosso, Djarmakoy Danda Sédou, a loué les qualités de l'honorable Yacouba Sodangi, porté à la tête de la chefferie du Dandi depuis le 26 mai 2012, à l'issue d'un scrutin libre et transparent. Le président de l'association des chefs traditionnels du Niger a demandé aux administrés de ce 22e chef de canton de Gaya de lui apporter leur soutien sans faille pour le rayonnement du Dandi. Pour sa part, le gouverneur de la région de Dosso a rassuré l'honorable Yacouba Sodangi de l'appui constant des autorités politiques et administratives pour qu'il puisse mener à bien la mission à lui confiée par les populations de Gaya. Votre détermination et votre sens élevé de responsabilité vous permettent d'exercer pleinement et loyalement les fonctions dont vous êtes investis. C'est le lieu pour moi, au nom des plus hautes autorités de la 7e République, de vous féliciter et de vous encourager à poursuivre dans le même élan cette œuvre de construction nationale qui honore à plus d'un titre la chefferie traditionnelle. Pour ma part, je voudrais vous assurer de notre entière disponibilité à vous apporter le soutien nécessaire à l'accomplissement de votre noble mission de gardien de nos traditions et des valeurs ancestrales. Après ces adresses vers le moment tant attendu que constitue l'intronisation de l'honorable Yacouba Sodangi marquée par la pose du turban. Aussitôt intronisé, le 22e chef de canton de Gaya s'est dirigé vers les invités de marque pour les remercier de leur présence à cette cérémonie solennelle.
Longue vie à l'honorable Yacouba Sodandji pour un plein épanouissement du Dandi et sa population. Le Rassemblement des jeunes unis pour Karidio Mahamadou a organisé cet après-midi un meeting de soutien à leur leader, président du PNDS Taraya au titre de la région du Niamey et candidat aux élections législatives du 21 février prochain. Compte rendu Michel Deji et Cheb Guisso. Exprimer la disponibilité des jeunes de la région de Niamey à œuvrer pour le triomphe de Karidio Mahamadou aux prochaines élections législatives, tel est le but visé à travers cette manifestation. Il ne s'agit pas d'une seule commune, mais plutôt de toute la ville de Niamey qui le soutiennent. Cette foule tellement immense peut en témoigner. Sa générosité, son sens de l'écoute, son dévouement, son engagement pour la réussite d'un Niger uni et prospère font qu'il est admiré par toutes les hommes et les femmes de la ville de Niamey. Nous sommes tous là pour lui montrer combien nous sommes et nous serons derrière lui pour l'accompagner dans toutes ces initiatives et projets qu'il aura à entreprendre. Occasion pour Karidio Mahamadou d'exprimer sa grande reconnaissance aux organisateurs de ce meeting en ces termes. Mahamadou et Tchétché Karidio Maga ne rogun jirbiyan wahin su ay kulkan gati bari bata wana anni ay kan gursir binara ir Niger na bo kinya ke diraw fondera irga ka ga I harwarse irga ka ko fahamani ay me chinoga irga tamma kan dogone furo ibobo ba funen ke diraw fondera dirko bango Karidio Mahamadou a enfin appelé tous ses militantes, militants et sympathisants soucieux du rayonnement du PNDS Taraya à donner pour l'heure la priorité au retrait de leur carte d'électeur en vue d'une meilleure préparation à ces prochaines échéances électorales. Dissidence hier au sein du parti Jamhouria en faveur du parti de l'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger. En effet, le comité de base du quartier Yantalahou s'est rallié au parti de Omar Hamidou Tchana. Retrouvons Michel Deji et Halid Brouema pour le résumé. Il s'agit d'une déclaration à travers laquelle les membres de ce comité de base du parti Jamhouria ont expliqué avoir quitté leur formation politique d'origine pour fait d'injustice. Vu la marginalisation des jeunes et femmes pendant la mise en place du bureau de la section MPR Niamey 1, vu l'ambiguïté et le flou artistique ayant caractérisé l'élection des membres de la section MPR Niamey 1, vu la négligence des militants et militantes du comité de base Yantalaho qui ont soutenu les responsables du parti pendant les moments difficiles, vu les frustrations et autres méthodes dilatoires dont nous sommes victimes, vu la promotion des candidatures de leurs parents, amis, connaissances et autres vieillards impopulaires par les responsables au détriment de la jeunesse active du parti, nous, militants, militantes et sympathisants du MPR Jamhouria, Yantalaho, décidons à partir de cette date de nous rallier définitivement au parti Amen Amin et de faire de ce parti un fief incontesté et contestable dans la commune 1. En effet, nous avions suivi avec attention l'interview du président de ce parti, son Excellence Omar Hamidou Tchana,
sur la RTT et nous avons compris que ce grand homme d'État, à travers cette noble formation politique, entend renforcer la démocratie, la bonne gouvernance, l'état de droit et le développement économique et social, préfère du Niger un pays émergent, tout en faisant la promotion de la jeunesse, une de ses priorités. Un message bien accueilli par le porte-parole national du parti, Amen Amin. Vous avez montré à quel point vous aimez votre pays, à quel point vous aimez également votre président de la République, et derrière lequel aussi se trouve un fidèle de ce président de la République, j'ai nommé Omar Hamidou Tianadi Lada. Alors, vous êtes venu rejoindre Amin Amin. Vous avez fait votre déclaration. Nous vous encourageons, nous vous soutenons. À travers la devise du parti, qui est justice, paix et développement, vous avez touché du doigt aux problèmes que nous connaissons et que le parti, à travers son président, va chercher à combattre pour mettre justement ce pays dans le voie du développement. Par la jeunesse, pour la jeunesse et pour ceux qui croient au développement et au rayonnement du Niger. Et aujourd'hui, c'est ce dont nous avons besoin pour que le pays puisse grandir. Alors, je vous dis merci, continuez sur la bonne voie, nous avons besoin de vous et je rendrai fidèlement compte au président du parti de tout ce que vous êtes en train de faire en son nom et pour le rayonnement du Niger. Je vous remercie. Des nouveaux adhérents au parti Amen Amin qui ont enfin appelé tous les acteurs politiques, leaders religieux et coutumiers, acteurs de la société civile et tous les citoyens nigériens à une cohésion nationale forte en vue d'une meilleure organisation de ces prochaines échéances électorales. Dans le cadre du championnat d'Afrique des Nations 2016, le MENA garde encore des chances de se qualifier pour le quart de finale. Pour y arriver, il lui faut impérativement vaincre la Tunisie le mardi prochain. Alors, les conditions sont-elles réunies pour battre la Tunisie? Précision sur place à Kigali avec Ibrahim Tikiré. Condamné à réussir un beau score contre la Guinée, le MENA national du Niger s'est contenté de 2 buts partout. Et pourtant, avec un début de rencontre triste marqué par 3 changements de 3 cadres sur blessure, personne n'imaginait un résultat acceptable du MENA. Donc déjà, c'est vrai que c'était un match très compliqué. Et après, il faut féliciter les joueurs déjà. Féliciter les joueurs pour leur courage, parce que c'est pas évident. C'était un match qu'il fallait à tout prix qu'on perde déjà. Donc déjà, en faisant nul, on a limité la casse. On peut jouer le match d'une finale contre la Tunisie. Donc je pense qu'après des déboires comme ça, je pense que ça va encore ressouder le groupe. Parce qu'on a vu aujourd'hui qu'on avait un groupe de 23 joueurs qui étaient soudés. Donc il y a toutes nos chances sont sur le dernier match. Après, d'avoir vécu des situations comme ça, oui, bien sûr. Mais enfin, aujourd'hui, ça fait beaucoup quand même. Entre les blessés et des fautes un peu litiges qui nous ont défavorisés, surtout sur le deuxième but, on a un gars dehors 2 minutes et les Guinéens égalisent sur l'action. C'est un peu décevant. Voilà. Malgré son premier point dans cette compétition qui lui donne un peu d'espoir, le MENA national fera face à la Tunisie mardi prochain. Je viens d'avoir M. le ministre au téléphone. Il dit avoir suivi le match et il vous félicite. Il vous encourage et la balle est encore dans votre camp pour le prochain match. Il m'a chargé de vous annoncer que en cas de victoire contre la Tunisie, vous récupérez la moitié de cette prime de match. Donc en cas de victoire, vous aurez les 2 primes de match. Cela dit, on est encore en course. On est encore en course. Si vous livrez un match comme ça contre la Tunisie, on peut s'en sortir. La qualification est possible. Parce que si on tape la Tunisie, je sais que le Nigeria, ils savent qu'ils ne vont pas laisser la Guinée là, comme ils vont tout faire pour battre la Guinée. Si on tape la Tunisie, le Nigeria bat la Guinée, on passe. C'est jouable. Dernier de la poule avec 1 point, le 11 national nigérien doit obligatoirement battre les Lions de Carthage qui ont 2 points et souhaiter que le Nigeria, leader du groupe avec 4 points, batte la Guinée qui a 2 points.
Pour le MENA, c'est le scénario idéal pour continuer la compétition. Mais la grosse équation reste comment battre la Tunisie avec un effectif dont l'infirmerie s'est élargie contre la Guinée. Pour l'attaquant Halidou Garbadine Zaki, la compétition est terminée car souffrant d'une fracture ligament croisé. La manifestation pro-migrants à Calais dans le nord de la France hier a dégénéré. 15 personnes ont été placées en garde à vue après avoir envahi un ferry sur le port de Calais. Calais. Vers 21h hier soir, les policiers raccompagnent sous bonne escorte un groupe d'une 50aine de migrants qui occupaient un ferry. 24 personnes ont été interpellées. Pendant plus de 3 heures, le port de Calais était bloqué à cause de cette intrusion. Tout avait pourtant commencé dans le calme en début d'après-midi. Une manifestation d'environ 2000 personnes dans les rues de Calais. Une manifestation organisée par des militants no border en faveur des migrants venus de toute l'Europe. Dans cette ville sous tension à cause de la présence des migrants, les premiers incidents éclatent dès la fin de la manifestation. Un habitant excédé va même sortir son fusil et menacer les manifestants. Les pierres volent, la tension est extrême. Un peu plus tard, un groupe de migrants visiblement bien organisé va réussir à entrer sur le port de Calais. Ils vont franchir le grillage. 300 à 350 personnes entrent et se précipitent vers un ferry anglais. Une 50aine de migrants vont réussir à monter à bord. Une intrusion et une occupation qui provoquent la colère des responsables locaux, notamment le directeur du port. Ce qui s'est passé hier soir, c'est vraiment la goutte d'eau. Nous pensions le port sécurisé. La preuve en est que malgré tous nos efforts, tous les investissements que nous avons faits grâce à l'aide de l'État et la compréhension de M. Cazeneuve, ça s'avère insuffisant. La maire de la ville, une nouvelle fois, lance un cri d'alarme. Attaquer un port, c'est pas anodin, c'est un lieu dangereux. Vous imaginez s'il y avait eu un ou deux mecs avec des bombes pour faire sauter le bateau. Enfin, c'est de l'inconscience, quoi. Hein. Les élus réclament une fois pour toutes que l'on règle le problème de la jungle de Calais. Le président français a débuté ce dimanche une visite de 3 jours en Inde, une visite à visée économique. François Hollande est accompagné d'une 50aine de chefs d'entreprise, mais le contrat qui concentre l'attention est celui des 36 Rafales commandés par l'Inde en avril dernier. Marc Pop pour le récit. Pour François Hollande, l'Inde a déroulé le tapis rouge, mais elle n'a pas encore sorti le carnet de chèques. L'objectif premier de cette visite de 3 jours était de s'assurer la vente définitive de 36 Rafales commandés en avril 2015 par le Premier ministre indien. Mais dès son arrivée, le président français l'a admis. Il faudra encore attendre. Les Indiens ne seraient toujours pas d'accord sur le prix de 5 à 9 milliards d'euros. L'idée est d'avoir un accord intergouvernemental entre les deux pays, de manière à ce qu'ensuite les entreprises concernées puissent aller jusqu'au bout du processus. Donc ici, nous allons franchir une autre étape, et qui va dans le sens, nous l'espérons tous, d'une acquisition par l'Inde de 36 avions Rafale. François Hollande a ensuite visité la ville de Chandigarh, à 250 km au nord de New Delhi. Conçue dans les années 50 par l'architecte franco-suisse Le Corbusier, elle fait partie des villes que la France va aider à moderniser. Des smart cities, appelées à devenir des exemples en matière de développement durable. Un projet que le Premier ministre indien appelle de ses voeux. Narendra Modi veut en effet en finir avec les villes indiennes polluées et désorganisées. Au total, 6 milliards de dollars pourraient être investis sur 5 ans. La France et l'Inde discutent également d'un partenariat dans le domaine du nucléaire. Areva souhaiterait construire 6 réacteurs EPR dans l'ouest du pays, mais là encore, les négociations n'ont toujours pas abouti. Outre les dossiers économiques, François Hollande sera l'invité d'honneur de la fête nationale indienne mardi à New Delhi. Point d'orgue de ces 3 jours de visite sur le sol indien. Cet honneur a été réservé l'an dernier au président américain Barack Obama. L'événement mobilisera 8000 policiers et 12 000 militaires. Les soldats français participeront également aux festivités. La tempête Jonas a fait 19 morts sur la côte est des États-Unis. La neige a cessé de tomber et il faut maintenant déblayer et réparer les conséquences de ce blizzard exceptionnel. Précision avec Emmanuel Saint-Martin.
C'est l'heure du déneigement maintenant à New York. Alors les rues, elles sont déjà pas mal déneigées. Vous savez qu'on met des pelles sur les camions de poubelle, ce qui fait que ça va assez vite. On a à disposition comme ça des centaines d'engins de déneigement. En revanche, eh bien les trottoirs, faut le faire à la main. Vous le voyez peut-être dernier mois. C'est la responsabilité des riverains. Hein. Ils doivent le faire et on voit les gens dans les rues. Là, tout le monde s'y met, plutôt de bonne humeur. Hein. Le spectacle est magnifique. La neige dans les rues de New York est très belle. Alors évidemment, il y a eu des victimes malheureusement. Cette tempête a fait sans doute au dernier bilan 19 morts, la plupart des gens victimes finalement d'imprudence qui ont pris la route alors qu'on leur avait conseillé de ne pas le faire ou qui sont décédés souvent de crise cardiaque alors qu'ils avaient commencé à déneiger au cœur de la tempête hier, la tempête qui restera dans l'histoire. 70 cm de chute de neige à Central Park à New York. On est à quelques millimètres du record qui avait été établi en 2006, mais à part ça, il faut remonter à plus d'un siècle et demi pour trouver une tempête du même niveau ici à New York. Les autorités s'en tirent plutôt bien. Hein. Il y a très peu de critiques, en tout cas à l'heure je vous parle, parce que notamment le fait d'avoir coupé la circulation totalement samedi et puis d'avoir arrêté la plupart des transports en commun a sans doute évité le chaos. Les choses se sont passées plutôt dans l'ordre, en tout cas ici à New York. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.